Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 24e épisode du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui à l'émission on a premièrement des petites nouvelles rapides comme d'habitude. On a aussi une entrevue avec Stéphane Vachon qu'on a fait lors des Journées ludiques de Québec. Je vais vous parler aussi dans les expériences de jeu, en fait, les jeux qu'on a joués aux Journées ludiques de Québec. Là, au lieu de que ce soit seulement un jeu que je parle plus en détail, je vais parler de plusieurs jeux sommairement. Et on va terminer l'épisode, comme d'habitude, avec un projet québécois. Alors, sans plus tarder, on peut commencer avec les nouvelles. Donc, quelques petites nouvelles pour cet épisode-ci. Donc, il y a Cities of Splendor que je vous ai déjà parlé là, dans quelques épisodes. Là, je me souviens plus exactement. Ça a été annoncé un peu plus en détail. Là. Il va y avoir vraiment 4 modules dans l'extension. Donc, le premier module, ça va permettre, dans le fond, d'avoir des récompenses additionnelles, un peu comme les nobles. Donc, ça va être des objectifs spéciaux, un peu comme les nobles qui vont nous donner des points. Ça va être d'autres choses qui vont être ajoutées dans ce module-là. Il y a aussi deuxième module, donc ça va être des jetons à placer sur les cartes pour représenter des régions. Donc ça va être nos cartes d'ensemble vont faire des régions. Je pense que ça va nous permettre d'avoir encore là d'autres points, donc une autre dimension au jeu que ça va ajouter. Troisième module, on parle de plateau de joueurs pour obtenir certains pouvoirs. Donc, on va pouvoir placer nos cartes, à ce que j'ai compris, sur un plateau personnel. Et là, ça va nous débloquer des pouvoirs spéciaux. J'imagine qu'ils vont nous permettre peut-être d'acheter des cartes plus facilement ou donc peut-être d'autres pouvoirs reliés aux autres modules. Là, ça, je pourrais pas rentrer plus dans les détails. Là, c'est ce que j'ai trouvé pour l'instant. Et le quatrième module, c'était des cartes avec des pouvoirs dans la réserve. Donc, ça veut dire les cartes qu'on a dans le marché central, il y en a certaines qui vont avoir des pouvoirs dessus. Ça veut dire lorsqu'on va pouvoir aller les acquérir, les acheter, ils vont être devant nous, comme la pierre précieuse qui représente et les nombres de points. Mais il y en a certaines qui vont avoir aussi des pouvoirs spéciaux qui vont nous permettre probablement d'acheter des meilleures cartes, j'imagine, ou avoir peut-être un bonus immédiat. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va représenter, mais c'est des cartes qui vont avoir des pouvoirs. Donc, ils ont vraiment ajouté une seconde dimension au jeu. On voyait quand même qu'il y avait de la place là, dans Splendor. C'était assez simple comme jeu, là, si vous ne connaissez pas. On fait tout simplement acquérir de plus en plus on se crée une base de gemmes pour accumuler 15 points. Et plus les cartes sont payantes, plus ils sont durs à acheter. Il faut vraiment accumuler un certain type des fois de pierres précieuses pour réussir à les acquérir. Et c'est vraiment une accumulation. On se bâtit une valeur marchande, dans le fond, au cours du jeu. Et là, je pense que ça va ajouter une autre dimension très intéressante pour Splendor. J'ai hâte de voir ça. Donc, c'est Cities of Splendor. J'ai vu que ça devrait sortir en juin en France. J'ai vu au mois d'août au UK. J'ai pas vu de date pour le US, Canada. Donc peut-être dans ces eaux-là aussi. Juillet ou septembre. Ça va être à voir. Je reconfirme ça dès que je vois l'information passer dans un futur épisode. Il y a aussi Quadropolis Public Services qui j'ai vu qui est disponible en précommande sur certains sites. Là, je l'ai vu sur Board Game Bliss. Et puis, j'ai vu que selon Maple Monthly, qui est de ACD Distribution aux États-Unis, qui serait disponible dans le fond pour les magasins d'acheter Quadropolis Public Services à partir du mois de mai. Donc, probablement que ça s'en vient. Si on ça, c'est sûr, c'est aux États-Unis. Peut-être que ça va être très prochainement pour nous, là, Quadropolis Public Services, qui a l'air très, très intéressant. Donc, ça va ajouter des nouvelles tuiles, en fait. Aux jeux qui sont des services publics. Donc j'imagine d'autres façons de faire des points. Quadropolis, c'est assez simple. C'est vraiment un jeu où on va construire son petit sa ville. Et puis selon quel bâtiment on place à côté de quel bâtiment, ça fait des points selon une charte, selon si on joue au niveau familial ou si on joue au niveau expert. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est sûrement une extension
que j'aimerais bien me procurer. Donc c'est ce qui fait le tour pour les petites nouvelles que j'avais à présenter. Là, je n'avais pas beaucoup, j'ai pas vu beaucoup de choses qui ont marqué mon attention. C'est sûr, il y a beaucoup de nouvelles quand même qui passent à tous les jours, mais c'est ce qui a retenu le plus mon attention pour dans les dernières semaines. Donc, on va maintenant pouvoir passer à l'entrevue. L'entrevue qui a été préenregistrée, là, comme je disais, aux Journées ludiques de Québec. On a vraiment eu beaucoup de plaisir avec Stéphane. On ne le connaissait pas avant. Là. C'est vraiment une très belle rencontre qu'on a fait avec Stéphane Vachon. Vous allez voir, c'est moi et Marie-Lou qui a fait l'entrevue. On a vraiment, comme je disais, beaucoup de plaisir. Ça a duré peut-être une trentaine de minutes. Beaucoup d'informations. C'est vraiment intéressant de voir. Vous allez voir dans l'entrevue, là, si vous avez écouté aussi les autres entrevues qu'on avait fait avec Vikingar, avec Jack Bro et avec Sphere Games, qui eux se sont auto-édités, tandis que lui, Stéphane, il est allé avec un éditeur, avec Game Salute. Ça vous montre vraiment un autre côté de la médaille de l'édition de jeu, en fait de la conception de jeu quand on décide d'aller avec un éditeur. C'est vraiment intéressant, c'est un autre parcours différent. Puis j'ai vraiment appris beaucoup lors de cette entrevue-là. Puis j'espère que vous allez apprendre beaucoup également dans cette petite demi-heure-là qu'on a passée avec lui. Donc avant de passer à l'entrevue, je voulais remercier encore une fois Stéphane d'avoir pris de son temps dans les journées ludiques qui étaient quand même très occupé. Et donc sans plus tarder, je vous laisse aller écouter cette entrevue et on se retrouve après pour la suite de l'épisode. Bonjour, nous sommes présentement aux Journées ludiques de Québec avec Stéphane Vachon, l'auteur du jeu Planétarium, qui a gagné le prix du plateau d'or du jury en 2015. Et le jeu a été sur Kickstarter pour faire une campagne de financement du 14 juin au 7 juillet 2016. Il y a eu 2959 contributeurs et un montant de 126 815 $ a été financé. Et le jeu est maintenant disponible en boutique, dans votre boutique de jeux favorite. Je vais laisser Jean-Philippe expliquer un peu plus le jeu Planétarium. D'abord, bonjour Stéphane. Merci d'être là et d'avoir pris le temps pour cette entrevue-là. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Donc, Planétarium, comme Marie-Lou l'a dit, en fait, plus en détail un peu, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui est 14 ans et plus, puis d'une durée d'environ 60 minutes, gros maximum. Non, gros, c'est 45, c'est ça. 45 minutes, une heure. Ouais. Puis édité par Game Salute. Puis pour commencer, Stéphane, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus pour les auditeurs qui ne connaissent pas ton jeu, qu'est-ce que Planétarium? Qu'est-ce que Planétarium? En fait, Planétarium, c'est une étoile qui est née quelque part dans la galaxie. Puis, l'idée, c'est de faire évoluer les planètes dans ce nouveau système solaire-là. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est de faire évoluer les planètes selon ce qu'on a comme carte dans nos mains. Donc, il y a 4 types de matière qui tournent autour de la nouvelle étoile. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est de faire déplacer la matière et de faire fusionner les matières sur les planètes pour les transformer. Les planètes peuvent se déplacer de certaines orbites, se déplacer plus proche du Soleil pour qu'elles soient chaudes, plus loin pour qu'elles soient froides. Ils peuvent devenir habitables ou inhabitables. Donc, ça dépend des objectifs qu'on a dans nos mains, qu'on a dans nos cartes de départ qu'on va piger ou au cours du jeu quand on va les piger. Donc, il y a l'eau, le gaz, la roche et le métal. Donc, on va gérer ces ressources-là qu'on va prendre. Puis, vu que les planètes, ça appartiennent à personne, chaque personne va les attirer, un peu comme un souk à la corde, pour essayer de prendre davantage pour les utiliser pour faire les cartes, pour faire des points. Donc, chacun va les changer. Donc, ça va changer le code du jeu. Chacun va changer le système de la façon quand ils vont jouer au cours du jeu. Donc, c'est un peu la base de Planétarium. Oui. Parfait. Puis, donc, avec tout ça, moi, je veux savoir d'où vient l'idée, en fait, de Planétarium. À quel moment ça a commencé la création? C'était quoi tes inspirations? De quel jeu tu t'es inspiré? Mais en premier,
j'ai tout le temps essayé de trouver plein d'idées de jeux, j'aime ça qu'il y ait des jeux, puis tout le temps essayer de faire quelque chose qui est original, c'est pas facile, puis il y a tellement de jeux qui sortent chaque année, donc c'est vraiment, c'est toute une gymnastique, là, c'est vraiment difficile. Puis là, à un moment donné, j'écoutais, on était vendredi, puis j'écoutais un documentaire à la télévision avec ma femme, puis tout d'un coup, c'était un documentaire qui parlait justement de la création des planètes, des astres et tout ça. Fait que justement, quand ils ont parlé que les planètes, c'est fait à partir de roches de silicate, le gaz, c'est l'atmosphère, c'est fait à partir de gaz, puis après ça, ils expliquaient tout le système. Là, c'est des ressources, puis on peut faire l'école là, puis on a des ressources qu'on peut faire quelque chose, là, il y a un jeu à faire. Fait que j'ai vraiment là que ça a vraiment popé. Puis donc c'est le système de ressources qui a fait en sorte que je suis capable de faire quelque chose avec ça. Puis il n'y avait pas de thématique vraiment comme ça. Puis moi je me suis taxé sur le fait que je voulais quelque chose de plus vrai, là, quelque chose qui est basé sur des théories. Je veux pas des vaisseaux, je veux quelque chose qui est plus épuré. Je veux des évolutions de planètes, mais je voulais pas un truc qui est plus qui est juste éducatif. Je voulais la partie éducative qu'elle soit présente, mais que ce soit un jeu, qu'on s'amuse. Puis la partie éducative, mais en jouant, on voit comment que ça fonctionne, puis basé sur un bon fondement de trucs existants. Fait que je me suis tapé plein de documentaires après, plein de documentaires, savoir comment ça marchait, les vrais. Là. Ça paraît vraiment là, dans le jeu. Moi, j'étais certaine que tu avais toujours été passionné par les planètes. On le voit. Mais j'ai tout le temps été passionné des planètes. Ça, oui, ça c'est vraiment vrai. Sauf que pour faire en sorte que ça soit vraiment quelque chose qui ressemble, là, vraiment que ça soit véridique, que les gens ils jouent à quelque chose qui a de bonnes bases, ben il a fallu que je fasse ma recherche. Un peu comme un écrivain qui fait un livre, ben il faut qu'il fasse des recherches sur son œuvre littéraire, s'il fait quelque chose d'historique, ben il faut pas qu'il invente, il faut que les gens y croient. Quand il lit le livre, ben c'est à peu près la même chose, la même recherche pour faire un jeu qui a des bases selon le thème. Puis, tu parles de ça, puis moi, à la base, je pense que ceux qui écoutent le podcast savent qu'on n'est pas des gros amateurs de jeux de science-fiction qui se déroulent souvent dans l'espace. Avec les vaisseaux, c'est ça. Tout ça, là. Ce jeu-là, j'ai vraiment, je m'attendais, au début, je l'ai supporté, je disais, un jeu québécois, je veux le supporter, ça m'intéresse. J'ai vraiment été surpris par ton jeu, ça m'a vraiment intéressé, puis moi, ce que j'aime aussi, c'est l'aspect des cartes qu'il y a du texte dessus. Du texte explicatif. C'est le fun, des fois, un autre est en train de jouer. C'est quoi cette planète-là? Ça m'intéresse, ça tue un peu. Pourquoi qu'il n'y a pas vraiment de temps mort dans ce jeu-là? Ça va assez rapidement, mais des fois, on a le temps quand même de lire les petites cartes. C'est vraiment, vraiment le fun, cet aspect-là dans les jeux. Super! Donc, après ça, après la création, donc, t'es arrivé... comment c'est arrivé l'idée de participer au Plateau d'Or? Donc, est-ce que... Ça faisait longtemps que je voulais y participer. Ça faisait longtemps que je voulais y participer. Ça faisait... Il manquait juste l'idée. En fait, je voulais y participer, ça fait longtemps, mais j'avais pas comme tu dis, l'idée puis le jeu pour le soumettre. Puis, il y a une année que je voulais le soumettre, puis le planétarium n'était pas prêt. Il n'était pas à mon goût. Il n'était pas... Tant qu'à soumettre quelque chose qui a pas de chance ou peu, je dis non, je veux travailler pour qu'il soit... Je dis, OK, je vais attendre à l'année prochaine. Fait que là, l'année d'après, j'ai dit, OK, là, je travaille toute l'année, je vais travailler vraiment fort. Puis, c'était mon objectif. Les objectifs que je me fais, c'est tout le temps des par petits pas. Fait que là, l'objectif, c'était pas de le publier, pas de le ci, pas de ça. L'important, c'était qu'il soit au Plateau d'Or. C'était l'objectif. Que ce soit que je jury ou non, je voulais y participer. Puis je voulais arriver avec un produit que moi, j'étais fier, un jeu que j'étais content. Puis que fait que c'est ça. Fait que j'ai travaillé fort pour qu'il y aille. Fait que c'est pas arrivé par hasard. C'est beaucoup de travail, puis de détermination, puis de soirées passées. Oui, le temps. Là. Est-ce que tu as calculé un peu combien de temps ça peut t'avoir pris développer tout ça? Ça a pris...
le jeu, ça a pris 3 ans à faire. OK. 3 ans à faire, mais c'est comme n'importe quoi. Plus t'en fais, plus c'est moins long à faire, puis plus, tu sais, c'est comme une question de tout. Fait que là, c'est sûr, j'en avais fait plusieurs avant, mais j'étais pas satisfait de ce que j'avais fait. Fait que celui-là, j'ai mis toutes mes énergies. Je me suis dit, là, j'ai de quoi de bon entre tes mains, là, il faut que je l'aboutisse. Fait que là, j'ai mis beaucoup d'efforts, mais tu sais, j'ai quand même pris beaucoup de temps pour apprendre, pour mettre en marche ça, puis c'est comme un apprentissage à partir de zéro, puis à partir de refaire le projet. Fait que c'est sûr que le temps, ça fait que si je referais un autre, les autres projets vont être moins longs. Celui-là, il était plus long parce que... le processus déjà. Exactement. Quand même. 3 ans. C'est beaucoup de temps. Mais c'est à temps partiel, tu sais. Comme, je travaille, fait que je fais ça les soirées, à un moment donné, je suis fatigué, tu sais, il y a plein de choses. C'est pour ça que c'est ça qui est là. Il faut être motivé. Il faut être fou un peu aussi. Puis, l'impact d'avoir participé au Plateau d'Or, t'as gagné, bien évidemment, ça c'est un bon impact. Mais quel autre impact que ça a eu aussi de cette participation-là? La participation, ça a été super parce que ça faisait en sorte que c'est comme un aboutissement. Moi, je présente à des gens. J'ai un petit groupe de designers de jeux qu'on fait ça aussi, fait qu'on se rencontre souvent. Fait que ça permet d'avoir des avis avec des gens qui font la même chose. Fait qu'on s'entraide ensemble. Puis voir avec le public aussi, c'est le fun d'avoir des avis sur des gens, parce que l'idée, c'est que c'est difficile, tu veux pas approcher tout le temps les gens pour tester ton jeu, fait que tu veux pas les achaler non plus, mais j'ai besoin de tests parce que pour faire un jeu, il faut tester. En Plateau d'Or, quand on vient au Plateau d'Or, déjà, c'est le fun parce qu'il y a plein de gens qui viennent voir, puis c'est des gens de passionnés de jeux, fait que leur opinion c'est de l'art, là, c'est vraiment le fun de voir, puis on sent les sentiments, on a des questions, eux ont des questions, l'échange est super bon, ça enrichit le jeu. Déjà, ça, c'était super. Puis après ça, aller au jury, là, c'était wow, tu sais. Puis gagner, là, ça, c'était... je pouvais pas dire, je vais gagner, tu sais. J'allais là, écoute, ma chance est là, puis on verra. Ouais, c'est ça. Je peux pas faire plus. Si j'ai pas gagné, j'ai tout mis ce que je pouvais mettre dedans. OK. Est-ce que tu as changé beaucoup de choses dans ton jeu entre la participation aux journées ludiques pour le Plateau d'Or puis la sortie? C'est une très bonne question. Ben oui, c'est une bonne question. Ma prochaine question. C'est bon. C'est bon. Mais oui, il y a des choses que la base est tout le temps là. La base est là, c'est le jeu. Par contre, travailler avec un éditeur, quand c'est fait pour l'éditer, l'éditeur avait des demandes précises pour... il aimait beaucoup le jeu, mais il voulait modifier telle petite partie du jeu pour une raison XY. Là, je veux dire, il voulait que les changer pour ça. Puis les raisons étaient raisonnables. Donc, il a fallu faire un échéancier à savoir quel point qu'on change. Puis moi, de mon côté, il y a des choses que je voulais pas qu'ils changent. Ça a été une petite négociation, mais ça a été rapide, c'était simple, mais c'était moi je veux pas changer ça, lui il veut changer ça. Ok, parfait. Quels sont les objectifs? L'objectif c'était pour finir tout ça pour 1 an. Donc j'avais un développement d'1 an à faire. Fait que là après ça, on s'est travaillé en collaboration pour changer les points, pour adapter le jeu. Les points étaient valables, puis j'ai travaillé avec un développeur de jeu. Donc, les développeurs de jeu, en fait, pour information pour les auditeurs, c'est que le créateur de jeu crée à partir de zéro quelque chose. Mais les développeurs de jeu, eux, c'est pas des spécialistes pour créer, c'est des spécialistes pour améliorer. Fait que eux, ils sont moins bons pour créer de le début. Ils s'amusent pas à créer de zéro, mais quand il y a un produit qu'ils aiment puis qu'ils peuvent voir, ils vont l'amener à un niveau supérieur. Donc l'idée, c'est qu'en travaillant avec lui, on a trouvé des idées pour amener le jeu plus efficace à
puis qu'il soit plus efficace, qu'il soit plus amélioré. Okay. Donc oui, il a changé, mais je pense qu'il a changé du bon côté. Okay, il s'est amélioré. C'est certain. Mais à deux aussi, c'est bien. Puis une personne professionnelle, tu sais, qui travaille dans le milieu, qui a fait d'autres jeux, fait que ça aide tout le temps à travailler à deux sur le projet. OK. Puis là, tu viens de parler justement de ta collaboration avec ton éditeur. Oui. Comment c'est venu l'approche? Est-ce que c'est toi qui les as approchés, Game Salute, ou c'est eux qui t'ont vu avec le plateau d'or? Ouais, ça c'est un peu plus compliqué. Mais c'est comme... J'ai fait une recherche là, à savoir quand j'ai gagné le prix. Bon, mais là, il faut le faire éditer. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, là, j'ai fait une recherche d'éditeurs qui sont prêts à soumissionner parce que, tu sais, il y a des gros, il y a différentes tailles d'entreprises dans le domaine. Fait que des éditeurs, d'aller soumettre ton jeu à Fantasy Flight, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut que tu connaisses un agent, quelqu'un qui travaille là-bas. Les plugs sont difficiles. Fait que c'est sûr que moi j'y ai été pour un éditeur plus petit. Moi j'y vais étape par étape. Fait que je vais commencer par un éditeur petit. Ça va être plus facile, puis ça va être plus direct. Fait que j'ai fait des recherches et ceux qui étaient intéressants. Puis j'ai tombé dessus celui qui était prêt à être soumis. J'ai envoyé. Puis une semaine, deux après, il était intéressé d'avoir des informations, puis de faire en aiguille. Ça a bien fonctionné, là, donc j'ai fait avec lui. Fait que c'était une recherche de ma part. C'est comme ça quand on fait des créations, c'est les créateurs qui soumissionnent un peu partout parce que les éditeurs ont déjà beaucoup de demandes. Ils n'ont pas besoin de chercher. Leur travail, c'est de trouver la perle rare ou qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur produit parce qu'ils ont plusieurs jeux. Fait qu'il faut qu'ils trouvent qu'est-ce que vous autres vous aimez, qu'est-ce que vous aimez jouer, c'est quoi votre prochain jeu que vous allez jouer, c'est quoi le... Fait que des fois, ils ont besoin un peu de travail, mais il faut qu'ils fouillent à travers la brousse pour trouver le meilleur jeu. Puis là, l'éditeur, Game Salute, que j'ai travaillé avec, eux, ils ont vu en Planétarium un jeu que les gens aimeraient. Puis à partir de là, on a travaillé ensemble pour l'améliorer, puis que les gens l'aiment, puis ils s'amusent dans les soirées. Puis, donc, c'est ça, vous avez collaboré ensemble. Et puis là, vous êtes allé vers le Kickstarter. Est-ce que c'était prévu dès le départ de la collaboration d'aller vers le Kickstarter? Tu parlais d'un an tantôt, vous avez fixé un... Ouais, c'est parce que cette entreprise-là, ils font que des Kickstarter. Ouais, mais moi, je voulais en faire moi-même. Donc, j'avais fait tous les calculs pour faire un Kickstarter. Mais tout seul, je trouvais la job tellement énorme. J'étais comme... Puis, je voyais mes calculs, puis je me disais, il me semble que j'arrive pas à faire de l'argent, combien j'en fais. Puis là, je voyais le monstre, là, c'était comme... Et j'ai comme fait, j'ai voulu essayer de voir un éditeur qui faisait des Kickstarter pour apprendre de notre côté comment qu'il gère. Puis, c'était comme... C'était comme mi-chemin entre les deux, tu sais, j'ai participé, sans tout participer, j'ai participé, puis, tu sais, c'est eux qui ont fait tous les calculs de mathématiques, de budget, sauf que, tu sais, tout ce qui est préparation, on a fait de la préparation ensemble pour la lancer, tu sais, quand est-ce que les vidéos vont être mises, quelle date, tu sais, de la communication ensemble, fait que, tu sais, j'ai tout vu le montage du Kickstarter, tu sais, il faut préparer des mois d'avance. Fait que c'est des choses que ça a été le fun de voir à travailler avec une compagnie qui fait du Kickstarter. Parce que Kickstarter, tu sais, c'est pour... Ça marche bien, ça marche bien. C'est pas tout le monde qui va sur Kickstarter, mais il y a une bonne partie des gens. Il y a une partie de joueurs qui aiment beaucoup des jeux nouveaux qui viennent, donc c'est une autre partie de vente, de jeux nouveaux là, qui arrivent sur le marché et qui sont fun à jouer. Puis, à ton avis, est-ce que, j'imagine, est-ce que ça a aidé de faire affaire avec justement un éditeur qui était habitué au Kickstarter pour le succès du Kickstarter? Oui, justement, dans l'historique de Game Salute, à leur début, ils ont eu quelques ratés dans leur Kickstarter, mais c'est pas évident à calculer toutes ces choses-là puis à planifier. Mais quand j'ai travaillé avec eux, j'ai vraiment vu que
ça a vraiment changé. Là, Dan May, la personne que j'ai travaillé avec lui, qui est développeur, puis qui a aussi planifié les choses, ils ont vraiment là, les étapes prédéterminées. Ils savent quand ils l'envoient à cette date-là, il faut que toutes les images soient faites à cette date-là pour que ça soit livré à telle date. Puis ils ont la machine bien établie pour que quand les gens vont backer le jeu, que la date soit respectée. Ils ont vraiment... Là, c'est une question qu'ils en ont fait plusieurs, puis là, la machine est bien huilée, puis vraiment, là, quand on l'a lancé, ils savaient les étapes pour que ça soit bien fait. Fait que ça, j'ai vraiment senti là, quand j'ai travaillé avec eux. Ça, c'était vraiment agréable. Ouais, ça, parce que la campagne, tous les délais ont été respectés. Super beau succès, comme on disait, presque 3000 contributeurs. C'est super beau succès. C'était 5 fois le montant. Ouais, c'est ça, 21 000 que vous demandiez. Fait que c'est 6 fois. Ouais, genre. À peu près 6 fois plus. Ouais, c'est vraiment incroyable. Puis même qu'à la fin, là, on avait toutes. C'était les stretch goals, là, puis là, on les avait toutes comme... on ne savait plus, non, là, on n'a plus de stretch goals, c'est une bonne nouvelle, mais de notre côté, le temps est limité dans les Kickstarter, fait que là, il faut qu'on trouve une idée pour telle affaire, fait qu'il y a une équipe de marketing, il y a des idées qui avaient été soumises avant, puis qui n'avaient pas été trop utilisées, parce que, tu sais, il y avait bien des technicalités, mais qui ont été sortis des boulamites, on a changé, on va le faire comme ça, tu sais, puis parfait, puis là, moi, je suis arrivé avec le jeu solo, on va le faire solo, moi, mon jeu original était fait pour solo, fait que là, j'ai juste retravaillé un peu, puis ça a été fait solo, fait qu'il y a plein d'idées qui ont été refaites par la suite pour que les joueurs puissent avoir encore plus pour leur argent, puis qu'ils aiment que ça soit intéressant. Ouais, les gens aiment ça, là. Les autres nouvelles, comme c'est ça, les Kickstarter, les petites planètes qui ont été sur les... Ça, c'était une idée que j'avais sortie au début, quand on avait le fait, mais les planètes étaient plus grosses, puis techniquement, tu sais, ça tenait pas. Mais l'équipe de marketing a repris ça, puis ils ont réduit la taille, puis ça rajoute là, du visuel incroyable sur les planètes qu'on les voit là, vraiment se déplacer, puis donc ça rajoute... vraiment quelque chose de beau. Oui, faut dire que c'est vraiment remarquable ce jeu-là. Côté, il est beau. Écoute, je me suis merci beaucoup, mais c'est vrai qu'il est beau. Ils ont fait un travail super beau sur les graphiques. Est-ce que, parce que tu nous as dit avant l'entrevue que toi, tu es graphiste dans la vie. Oui, je suis graphiste de profession. ça l'aide beaucoup dans ce que je fais. Ça aide beaucoup. Mais là, dans le fond, c'est ton éditeur là, qui a fait le travail. Est-ce que ça correspondait à comment tu le voyais au départ? Mais le plateau qui a été fait ressemblait beaucoup, il ressemble vraiment à 2 gouttes d'eau de ce que j'ai fait. Bon. Le plateau il est vraiment semblable. Ils ont liché, là, mais c'était mon plateau. Fait que ça, puis c'est la base du jeu, c'est le centre, on voit la formation des planètes, donc tout est au centre de tout ça. Donc l'important, c'est l'atmosphère qu'il donne au jeu, c'est beaucoup le plateau d'en donne beaucoup. Sur les planètes, sur les cartes, chaque carte ont comme des évolutions, donc tu sais, des planètes de froid, de glace, il y a des évolutions, des lunes ou des intégrations ou des atmosphères qui se créent. Ça, à la base, j'avais pensé des illustrations, mais c'était pas ça que j'avais mis plus l'emphase. Donc moi, c'est plus l'ergonomie, la position des éléments pour bien les lire. Mais bon, moi, je voyais plus ça illustration, puis eux sont arrivés avec une idée plus vraie, plus concret, plus photo. Puis ça a apporté vraiment un bon côté. C'était une très bonne idée. Ça apporte plus l'aspect réel, l'aspect plus théorie, plus science, comme un livre de science que tu peux lire, puis tu apprends des choses documentaires. C'était vraiment bien choisi. Fait que c'était eux qui ont été... Pour les cartes, c'est eux qui l'ont fait. Pour le plateau, c'était moi qui ont pris ce que j'avais fait. Fait que ça a été comme un bon côté de chaque côté. Chacun a apporté son moulin au projet. C'est bon.
Puis le jeu aussi, je l'avais pas écrit, mais ça me revient en tête. Il était aussi disponible sur Tabletopia dans la campagne. Je pense qu'il est encore disponible aussi. Je pense que je me souviens. Ouais, moi, je me souviens c'est pas. plus récemment, mais en tout cas, ça faisait en sorte que je pense que les joueurs solo pouvaient l'essayer pour tester la variante solo. Même, il a été sur Tabletopia, on pouvait jouer de 2 à 4 joueurs. Puis après ça, quand la version solo est sortie, il y a une version solo qui est sortie pour tester, parce qu'on avait 2 versions solo en fait qu'on avait testées. Puis il y en a une qui a été choisie. Donc c'est ça, donc ça a permis de tester la version solo. Donc ça a aidé aussi, c'était le fun que les gens puissent l'essayer un peu avant aussi. Oui, c'est ça. Puis pour vous dire, Tabletopia, nous, ça a été notre outil pour travailler, parce que Dan May, moi j'habite à Montréal, dans les environs, mais Dan May, il habite en Australie. Oh, OK. Il habite en Australie. Fait que là, c'était... mais l'entreprise de Game Salou était aux États-Unis, mais tu sais, à ce temps, tout le monde peut travailler partout. Là. Fait que lui, il habite en Australie. Donc, pour travailler, on ne pouvait pas se déplacer. Je vais aller faire un petit tas chez vous le matin. Donc, ça a été par Tabletopia. Donc, tout était par informatique. On préparait les cartes, on testait les choses, parce que l'atmosphère du jeu était déjà là. On n'avait pas besoin de tester comment que les gens, comment que le feeling du jeu, il était déjà fait. L'idée, c'est de tester les mécaniques pour que ça marche bien. Puis on a tout fait ça en ligne, par Tabletopia. Lui... On se préparait à 9h le matin, donc on se donnait à 9h le soir. Puis 9h le soir, moi c'est 9h le soir, puis lui il se levait. Fait qu'il venait de se lever, il prenait son café, puis il venait de se lever quand on se parlait. T'sais. Fait que c'était le jour et la nuit. Moi, quand on testait jusqu'à 11h, là, moi je commençais à être pas mal claque. Puis il se réveillait. Là, c'est bon, plein de bonnes idées. Moi, là, je suis plus capable. J'étais vidé. Fait que c'était... Puis, oui, quand j'envoyais des courriels d'idées, je les envoyais le soir, puis là, lui, il répondait genre une journée après, parce qu'il y avait un décollage c'était drôle. Mais, tu sais, ça a très bien été, là, ça a été super de travailler avec l'admin. Je recommencerais, là. Mais c'est ça, c'était une expérience unique, là, travailler en ligne, là, tout le temps, là, pendant un an. C'est spécial. Wow. Puis, justement, je pense tu as répondu à un peu ma question, mais... je parle trop, je sais. Mais je pense que tu en as parlé un peu, t'as envisagé l'auto-édition, qu'est-ce que je ferais. Là, tu viens de dire, je recommencerais si ça serait à refaire. Donc, pour un prochain jeu, est-ce que tu t'enlignes encore avec peut-être Game Salou? Est-ce que tu regardes tes options, tu fermes la porte à rien? Je ferme la porte à rien. Tu sais, travailler avec Game Salou, j'aimerais ça aussi. Mais j'aimerais ça voir... les autres compagnies travaillent comment. Donc j'aimerais ça travailler avec quelqu'un d'autre, avec voir une autre expérience. Chaque expérience t'apporte quelque chose, t'apporte une nouvelle connaissance. Les processus vont être probablement différents d'ailleurs. Les personnes travaillent un peu différents. J'aimerais ça... si j'ai à refaire, je le referais, puis ça serait parfait. C'est juste que j'aimerais ça, personnellement, avant avec un autre éditeur pour essayer de voir là, comment ça fonctionne. Puis en ce moment, il y a à peu près combien de copies de Planétarium qui a été distribuées dans des magasins, etc.? As-tu à peu près un chiffre? Ouais, là, il y a 3000 qui a été... le Kickstarter. Puis là, il y en a à peu près 1000 qui a été distribué déjà à peu près le premier mois. Fait que c'est quand même très bon. Puis après ça, je sais pas si on a des rapports tous les 3 mois. Le lancement, moi, je suis très satisfait de comment que ça a sorti. Puis disons que j'aime bien le jeu. Chaque fois que je joue, les gens ont tout le temps des bons commentaires sur le jeu. Donc, c'est vraiment là, je suis vraiment content de l'atmosphère. Les gens filent quand ils jouent. Le thème, ça fait
refresh, ça fait comme c'est très rafraîchissant. Donc, je suis vraiment content. Donc, pour l'instant, les choses vont bien. Là, puis pour un premier jeu, je suis très satisfait du projet. OK, non, c'est cool. Félicitations pour ton beau succès. Ouais. Merci beaucoup. Puis on parlait tantôt justement d'un prochain jeu, peut-être. Ouais. Là, tu nous as mentionné Spoiler. avant l'entrevue que tu as un jeu qui est en co-création pour le prix du jury pour le plateau d'or de cette année. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, ok, ben c'est... Surprise! Ben c'est un jeu que je travaille avec Jean-François Robichaud. Écoute, ça a été un charme de travailler avec lui, là, vraiment, c'est super. Une collaboration, ça a parti de rien, puis l'idée a parti de rien, puis ça c'est le projet est devenu vraiment un beau projet. C'est un projet c'est un jeu de boxe, mais à la Punch-Out un peu. C'est un jeu de dés, mais avec un feeling Punch-Out. Donc l'idée, c'est que les joueurs, ils sont des boxeurs amateurs, puis qui commencent à s'entraîner, puis à affronter des petits boxeurs qui sont ordinaires, puis qui vont prendre des habiletés pour en fait contrôler ces jets de dés. Donc on lance 4 dés, il y a sur les dés, il y a des logos et des numéros. Donc pour battre le boxeur, ça comprend le numéro pour le battre, ou on fait une combinaison de logos pour le mettre KO. Donc on a 2 choix. Donc on lance les dés, puis on a une relance à faire. Puis après ça, chaque boxeur qu'on bat nous apporte des effets spéciaux pour contrôler de plus en plus son dé. Donc soit on devient plus fort, donc soit on fait en sorte que notre dé est plus fort, donc notre résultat total est plus gros, ou j'acquiers une autre relance, j'ai un dé supplémentaire, j'ai un logo permanent que je peux faire. Donc l'idée, c'est que tu deviens plus fort, puis jusqu'à aller au champion. Il y a 2 façons de gagner, soit on bat le champion, soit qu'on devient la star. Donc l'idée, c'est qu'on peut accumuler, on peut battre des boxeurs qui ne donnent pas beaucoup de bonus, mais c'est des joueurs des boxeurs de renom. Donc ça peut en sorte que tu peux gagner en étant moins puissant, mais plus, c'est ça, c'est exactement. Moi, je suis hot, puis tu sais, je gueule fort, tout le monde me connaît. À un certain boxeur qu'on c'est ça, 2 façons de gagner, 2 stratégies, puis les jets de dés, tu contrôles les jets de dés. Fait que vraiment, puis les boxeurs, ils sont drôles, on a mis de l'humoristique, de l'humour dans chaque boxeur, qui fait que ça rajoute un flavor comique à chaque fois. Donc c'est un beau projet. Puis comme je dis, travailler ensemble, ça a été bien. La dynamique de travailler à 2 aussi, ça a été nouveau. J'avais dans Planétarium, j'étais tout seul. J'avais mon groupe qui m'aidait beaucoup. Là. Sauf que c'était un projet, mon projet tout seul. Puis là, travailler à 2, c'était 2. C'est pas facile, il faut qu'on s'entende. Déjà que travailler à 2, les gens peuvent. On peut aller d'un côté puis de l'autre. C'est une autre format. Mais là, ça a été comme. En tout cas, ça a été. Ça fait des flamèches. Fait que c'est vraiment là, le projet, ça avance bien à 2. Des fois, ça avance moins bien à 2, mais là, ça avance encore mieux à 2. Juste le projet. Planétarium, ça a plus 3 ans, puis lui, ça fait 1 an. Puis il est tout. C'est assez surprenant. Belle collaboration. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'on va en profiter pendant qu'on est aux journées ludiques pour aller l'essayer. Puis amusez-vous. Puis on te souhaite la meilleure des chances dans le concours. Merci beaucoup. Et allez voir Planétarium en boutique, allez voir ça, c'est un jeu super intéressant. Moi, j'ai beaucoup de fun. Version solo aussi, super le fun. Puis j'ai une page Facebook aussi. Donc il y a une page Facebook aussi où vous pouvez vous inscrire. Je mets des nouvelles, des choses qui se passent. Là. Il y a peut-être des choses qui vont arriver par la suite ou des nouvelles sur le projet. Donc il y a des choses qui peuvent être mises. Sur le Facebook. Là. Donc, je vous souhaite de bien vous amuser. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire l'entrevue avec nous. C'était vraiment le fun. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, bye bye. Bye.
Alors, on est de retour de l'entrevue. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue-là, que vous avez beaucoup appris. Vers la fin de l'entrevue, on parle qu'on voulait essayer en fait le jeu de Stéphane qui était présent aux Journées ludiques, son jeu de boxe. Mais on n'a pas eu la chance finalement de l'essayer durant les Journées ludiques. Peut-être que ça va à donner un autre moment donné. Et je vais vous dire tantôt là, dans dans la section où je vais parler des Journées ludiques qui a gagné justement, est-ce que son jeu a remporté un prix ou non. Donc ça va être tantôt dans quelques instants, mais avant on va passer aux derniers achats. Section ça va être très court parce que mon dernier achat en fait c'est le jeu 13 Minutes de Cuban Missile Crisis 1962 que j'ai en fait commandé. C'est un jeu qui est pas très cher, que j'ai commandé en même temps que l'extension German Railroads que je vous avais dit que j'avais commandé, mais finalement la boutique où je l'avais commandé son distributeur n'en avait plus, donc j'ai opté pour une autre boutique et j'ai pris en même temps dans la même commande 13 Minutes que j'ai hâte d'essayer. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne comparé aussi à 13 Days. Comme vous le savez, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. J'aime la thématique, j'aime tout dans ce jeu-là. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que 13 Minutes a à nous offrir. Donc, entre les deux épisodes, donc entre l'épisode 23 et celui-ci, on peut dire fêté la première année d'existence du podcast. Là, on a quand même passé un peu ça sous silence parce que je voulais plus en parler dans cet épisode-ci. Et on a décidé de vous offrir un concours pour vous remercier en fait de nous écouter et de partager avec nous, de commenter, d'être présent. De liker nos posts, d'être là, tout simplement, de supporter le projet, puis que ça nous aide à continuer en fait ce beau projet-là du podcast. Donc, on a décidé de faire un petit tirage qui va être le jeu 13 Days de Cuban Missile Crisis que je vous offre tout simplement. Le concours, en fait, comment ça va procéder? J'ai créé un formulaire qui va vous poser une petite question. Donc, si vous êtes des fidèles auditeurs, vous devriez pouvoir répondre assez facilement. Et aussi, je vais faire comme 2 volets à ce formulaire-là. En fait, ce que je veux faire, c'est le volet vraiment la question et vous avez une participation pour le concours. Et je vais mettre ça, je vais partager ce formulaire-là sur Facebook, aussi sur la description de l'épisode sur notre site web. Et en fait, aussi dans la description du YouTube aussi, si vous l'écoutez directement sur YouTube, en audio seulement. Et dans ce sondage-là, comme je te disais, il va y avoir une première partie pour le concours directement et une deuxième partie plus un sondage un peu. J'aimerais ça savoir, tant qu'à vous faire répondre à un sondage, j'aimerais ça savoir un peu plus quel est mon auditoire. Donc, quel est notre auditoire en fait. Donc, ça va être quelques petites questions là, d'ordre général, juste savoir c'est quoi le groupe d'âge, le sexe et tout ça du monde qui nous écoute. Et donc, pour ceux qui vont répondre à cette deuxième partie du sondage, ça va être comme 2 participations pour le concours. Donc, 2 fois votre nom dans le panier pour le tirage. Donc ça va être vraiment facultatif, cette partie-là. C'est libre à vous d'y répondre, mais ça vous donne une participation de plus. Sinon, ça va être ouvert à tous, tout simplement. Donc, tous les auditeurs vont pouvoir... tous les abonnés, en fait, de Board Game Québec vont pouvoir participer à ce tirage-là. Et aussi, c'est ça, je vais le partager sur Facebook, comme je disais, sur notre site web, sur le YouTube aussi. Et ça serait bien aussi au passage, si vous voulez partager aussi le concours, si vous voulez aussi liker notre page Facebook, c'est pas déjà fait. C'est toujours le fun de savoir combien de monde nous écoute, combien de monde nous suivent.
Donc c'est ça pour le concours. Je vais publier ça là, probablement en même temps, un petit peu après l'épisode, pour que vous ayez accès à tout ça. Donc je le rappelle, on fait tirer le jeu 13 Days de Cuban Missile Crisis, un de mes jeux favoris que je crois qui gagne à être découvert. Et j'en ai parlé dans le dernier épisode, là, ça a été... il est nominé dans les Dice Tower Awards pour un jeu à 2 joueurs, donc un excellent jeu que je veux faire découvrir et qui est disponible pas mal partout en magasin présentement. Donc on est maintenant rendu à la section des expériences de jeu et comme je l'ai dit en début d'épisode, ça va être vraiment axé sur les Journées ludiques de Québec, mais avant je peux quand même répéter pour ceux qui connaissent pas l'événement, que là à Québec à chaque année, cette année c'était les 20 et 21 mai dernier. Il y a aussi le concours du plateau d'or là, justement que Stéphane Vachon en fait, on l'a mentionné dans l'épisode, son jeu Planétarium a remporté en 2015 et en fait aussi cette année il y avait Stéphane dans l'entrevue que vous avez écouté préalablement dans l'épisode. Il parlait qu'il y avait un de ses jeux qui était en nomination. Malheureusement, il n'a pas remporté. En fait, le prix du jury a été remis à Pickpocket Madness. Pickpocket Madness, on l'a pas essayé non plus. On a eu la chance d'en essayer aucun. C'est quand même... pas que c'est difficile, mais c'est souvent c'est occupé. Puis là, tu t'en vas jouer un jeu. Là, tu te dis, je vais y aller plus tard. Puis finalement, la journée passe très vite. Donc, on n'a pas eu le temps d'y aller. Dans le fond, Pickpocket Madness, c'est un jeu où on va tenter de devenir le plus grand voleur du royaume en complétant des contrats. Parce que dans le fond, on va piger dans un sac. Il y a un aspect tactile de ce que j'ai compris dans le jeu. On va piger des certains items qu'on va devoir, en fait, si on a des contrats à compléter. Et on va essayer de trouver ces items-là avec le tactile, avec notre toucher, dans un sac opaque. Et le prix du public a été remis en fait à Survivant, un jeu à lire la description un peu qui me fait penser un peu à Dead of Winter, un peu avec des trades dans la colonie. En fait, on va tenter de survivre à un écrasement d'avion dans le nord québécois. On va tenter de construire un village et tout ça, de se construire des abris en fait. Et il y a certains joueurs qui vont tenter d'éliminer d'autres joueurs, donc il y a une espèce de traîtrise un peu dans tout ça. Donc ça a l'air quand même très intéressant comme jeu, contextualisé dans l'univers québécois. Ça me semble très intéressant. Et c'est lui qui a remporté le prix du public. Juste pour mentionner, tantôt, là, je parlais du jeu de Stéphane Vachon, qui est Rolling with the Punches. Que j'avais oublié le titre tout simplement et là je l'ai retrouvé. Donc c'est ça, Rolling with the Punches. C'est un jeu de boxe en fait. Je pense que Stéphane l'expliquait un peu aussi dans l'entrevue. Et aussi je tenais à souligner, là, il y a un de nos amis qui était présent avec son jeu Council for the Crown, un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avais déjà joué 2 fois là, dans ses playtests qu'il a fait avant les Journées ludiques de Québec. Puis il n'a pas réussi à gagner non plus, mais il y a vraiment un très bon jeu. Je l'invite, s'il écoute, à continuer son bon travail, puis on va sûrement le réessayer une autre fois, à d'autres reprises, lorsqu'il va encore faire d'autres améliorations. Vraiment un très bon jeu, beaucoup de stratégie dans son jeu. Donc c'était Council for the Crown. Je voulais lever mon chapeau à Steven là, pour son beau travail qu'il a fait et je l'invite à continuer sur son projet puis l'améliorer de plus en plus. Donc lors des journées ludiques, on a vraiment joué à beaucoup de jeux, beaucoup de jeux qu'on n'avait jamais joué en fait. Donc premièrement, on a commencé cette journée-là avec Century Spice Road qu'on voit beaucoup passer là, dernièrement parce qu'il sort très prochainement au Québec. La version qu'on a essayée c'était en allemand mais était traduite. C'est un jeu de Plan B Games qui en fait c'est un jeu où on va en fait on a des cartes et on va compléter des commandes mais on a aussi des épices en fait
Et justement, les commandes, c'est certains types d'épices, mais il y a une mécanique intéressante dans le jeu de gestion de main, en fait, qu'on va pouvoir acheter des cartes supplémentaires, parce qu'on commence avec 2 cartes en main, et les cartes qu'on va acheter, on va pouvoir les jouer, et pour aller chercher d'autres épices, c'est la façon de remporter des épices, c'est avec nos cartes. Et de cette façon-là, des fois, il y a des cartes qui se combinent très bien ensemble, qu'on joue une après l'autre, parce que en fait, à notre tour, on peut juste jouer une carte ou faire d'autres actions. Mais en fait, ces combos-là, c'est intéressant. Des fois, ça permet vraiment si on regarde bien les cartes qui sont disponibles à l'achat, on peut vraiment faire des combos intéressants pour faire certaines des commandes. C'est sûr que les commandes, ils vont se renouveler tout le temps, donc ça se peut qu'à certains moments donnés, les combos qu'on a fait au début de partie est moins intéressant pour les autres missions, les autres commandes, mais on peut toujours s'ajuster dans la partie aussi parce qu'on va acheter quand même plusieurs cartes. Et une façon très intéressante d'acheter les cartes, c'est il va y avoir une suite de, je pense, 5 ou 6 cartes. Et si on veut, par exemple, la 4e carte, il faut placer une épice sur chacune des cartes avant. Donc, les trois cartes avant. C'est comme ça le coût de la carte. Et lui qui va ramasser les cartes avec des épices dessus, il va remporter aussi ces épices-là. On est quand même limité à un certain nombre d'épices sur notre carte, mais je pense pas que ça m'est arrivé, peut-être une fois, que là, t'es plus capable d'en prendre parce que t'essaies d'accumuler un certain type de ressources, d'épices en fait, pour pouvoir compléter une certaine commande qui vaut plus de points. Il y a aussi un aspect intéressant sur les commandes, c'est qu'il y a encore là une suite, je pense, de 5 cartes, et la dernière des commandes va avoir un bonus une pièce d'or, en fait, selon, je pense que c'est un nombre de pièces d'or plus, selon le nombre de joueurs, plus 1 ou plus 2, quelque chose comme ça. Et à chaque fois que tu vas chercher une de ces cartes-là, ça te donne cette pièce d'or-là qui vaut des points à la fin. Et aussi les commandes vaut des points à la fin, bien évidemment. Je pense que la partie se termine lorsque quelqu'un a fait un X nombre d'objectifs. Là, je pense que c'était 4 ou 5 ou quelque chose comme ça. Et donc cet aspect-là d'avoir un petit bonus pour certaines des missions, des commandes, ça rajoute un peu que tout le monde va vouloir peut-être faire ces commandes-là et on va tenter d'être le plus rapide possible. Juste pour conclure sur Century Spice Road, il se joue de 2 à 5 joueurs. Ça environ 30-45 minutes là, pour jouer ce jeu-là. Et j'ai vraiment apprécié la première expérience. Très beau jeu, très beau graphisme aussi, super beau. Si vous voulez en apprendre plus sur le créateur du jeu, un peu aussi la compagnie Plan B, j'ai écouté récemment une entrevue à Proxy Jeux, le podcast qui est de nos amis français, qui a réalisé une entrevue. Là, je me souviens pas exactement c'est quel épisode, je pense que ça date de peut-être un mois ou 2 environ, là, donc je vous invite à aller voir ça. C'était très intéressant, puis il y avait aussi une entrevue avec le concepteur du jeu Century Spice Road. Et si je me trompe pas, ça va être une trilogie Century, donc je pense qu'il va y avoir d'autres jeux, en fait, pas je pense, il va y avoir d'autres jeux Century, et là, ça sera pas Spice Road, ça va être une autre thématique pour les... De mémoire, c'est vraiment une trilogie qui était annoncée. Donc c'est ça pour Century Spice Road. Ensuite, on a aussi joué à Between Two Cities, un jeu de Stone Meyer Games pour 1 à 7 joueurs. J'ai vraiment apprécié le excellent concept. En fait, on va tout simplement construire une ville de chacun de nos côtés, en fait, entre notre adversaire de droite et notre adversaire de gauche. C'est pour ça que ça s'appelle Between Two Cities, parce qu'on se retrouve vraiment entre 2 villes. Et le concept est vraiment simple, ça va être du draft de tuiles. On va en sélectionner, je pense qu'on en reçoit 3 ou 4, il y a des tuiles de différentes grosseurs. On en choisit une, 2 en fait qu'on place dans chacune des villes à côté. On passe le paquet, je pense que c'est ça, il y en a 6, on a 6 cartes, 6 tuiles au départ. Et on va de cette façon-là, je pense sur 2 ou 3 rounds, on va en sélectionner 2.
on les place, tout le monde fait ça. Ensuite, on passe notre paquet de tuiles restantes à l'autre joueur, etc. Un peu comme dans Seven Wonders. Je trouvais que c'était comme un mélange de Seven Wonders puis de Quadropolis, où on construit une ville, mais à Seven Wonders, bon, il y a l'aspect draft dans ce jeu-là. Et là, on l'a joué à 3 joueurs. Je pense que peut-être à 5, 6, 7 joueurs, c'est encore plus intéressant. Parce que là, on le savait... quoi qu'on n'a pas vraiment fait attention au score final en jouant non plus. On essayait d'agencer le mieux possible dans nos 2 villes. Parce que ce qui se retrouvait, en fait, c'est que à la fin, on va marquer le nombre de points de notre ville qui est le plus bas score. Donc, à 3 joueurs, ça va se retrouver qu'un des joueurs va avoir les 2 villes les plus payantes à côté de lui, puis c'est lui qui va gagner, parce que les 2 autres vont avoir la ville la moins payante entre eux. Le jeu est vraiment très simple, très rapide. On connaissait pas le jeu, on a lu les règlements rapidement. On a joué avec... d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, on a joué là, les 4-5 premiers jeux de notre journée avec David, professeur Board Game. Ça a vraiment été très le fun. Qu'il soit sur place, ça, c'est le fun de jouer des fois à plus que 2 aussi. Puis on a pu essayer beaucoup de jeux avec lui. Ça a vraiment été une très belle expérience. Et c'est ça, Between Two Cities, très facile à apprendre. Comme je disais, le scoring final, le pointage final est vraiment intéressant. Je pense que si on joue un peu plus, on est un peu plus capable de savoir si on veut plus pas se saboter une de nos villes, mais en même temps, il faut pas, parce qu'on va faire le nombre de points de notre ville la moins forte. Donc, je pense que ça empêche cette stratégie-là de saboter une de nos 2 villes, parce que c'est sûr qu'on perd si on fait ça. Je trouvais le graphisme, c'était vraiment très beau. C'était sub quand même. C'était du Stone Meyer dans le même style, je dirais, là, que ces autres jeux. Et puis, dans le dernier update que j'ai vu, j'aurais pu le mettre dans mes nouvelles, mais il y a une extension là, qui est prévue pour juillet 2017 pour Between Two Cities. C'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je sais qu'il y a une variante solo aussi. Je sais pas qu'est-ce que ça a de l'air, parce que c'est quand même un jeu qui est fait pour jouer quand même à beaucoup de joueurs, puis vraiment être entre 2 villes. Je pense qu'il y a un aspect automate. En fait, il y a un automate qui va gérer d'autres villes. Ça m'intrigue quand même. Peut-être qu'un jeu que je me procurerai éventuellement, là, si je trouve un bon rabais ou quelque chose d'intéressant, un bon deal, que je pourrais dire, sur ce jeu-là. Donc, c'était l'expérience avec Between Two Cities. On a aussi essayé, en fait, puis Marie-Lou l'a acheté, en fait, et on l'a essayé sur place. C'est le jeu Covert que David lui avait recommandé. Puisqu'elle avait en fait, Univers Ludo était sur place, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais Univers Ludo était sur place pour vendre aussi des jeux, et le reste de la salle était dédié justement à jouer à des jeux, et il y avait Socio-Jeux et La Revanche qui avaient apporté de leurs jeux de leur collection. Et c'était du jeu libre en fait pour le reste de l'événement. Et Univers Ludo était sur place, et Marie-Lou avait gagné justement 50$ chez Univers Ludo lors des Meeple Olympiades, et David lui a conseillé en fait Covert qui l'attirait bien, la thématique et tout. Et moi j'ai bien apprécié ce jeu-là, Covert, qui est pour 2 à 4 joueurs, un peu... c'est pas de l'espionnage nécessairement, on peut penser que ça va être ça, parce que bon, la thématique c'est ça. C'est de compléter des missions dans différentes villes. Des fois, il n'y a pas nécessairement de ville, mais il faut avoir certains items comme un magnétoscope, un soulier, un fusil, etc. Donc, il y a certaines missions qui demandent d'avoir certains items qu'on va soit défausser, soit avoir permanent avec notre personnage, parce que les missions qu'on complète, des fois, vont nous donner un item permanent. Comme moi, des fois, à un moment donné, j'ai fait une mission, ça me donnait un fusil, donc... s'il y avait d'autres missions par la suite que je peux aller chercher qui avaient des fusils, je l'avais déjà en ma possession. Donc ça me facilitait la tâche. Aussi dans le jeu, on va pouvoir débarrer des codes. On a toujours 2 codes dans notre possession, puis il y a une espèce de pad numérique. Si on agence, je pense que c'était 3 chiffres. Nos 3 chiffres qu'on a besoin sur notre
sur notre code, durant une certaine phase de jeu, on va pouvoir débarrer ce code-là et ça nous donne 2 points à la fin de la partie, ou un item qu'on peut utiliser au cours de la partie pour compléter certaines missions. Il y a une espèce de map de l'Europe, en fait, qu'on peut se déplacer sur cette map-là, parce qu'il y a certaines missions, comme je disais, qui demandent de se retrouver à certains endroits. Et ce jeu-là a une mécanique de placement de dés vraiment très intéressante. En fait, on va avoir, je crois que c'est 4 ou 5 dés, là, je me souviens pas de mémoire. Mais ces dés-là, en fait, on va les placer sur les 5 actions, 4 actions possibles. 5 avec le pan numérique, mais qui est un peu à part. En fait, on va pouvoir utiliser notre dé pour se déplacer sur le plateau, aller chercher un item, aller chercher une mission ou compléter une mission. Et comment ça fonctionne, c'est qu'il y a une roulette à chacune des actions de 1 à 6 et on va pouvoir placer un dé. Le premier qui y va a le choix de placer de 1 à 6. Par contre, si on est le deuxième, il faut toujours placer adjacent à un dé qui est présent. Donc, s'il y a un 5 de présent, et on va devoir placer soit un 6 soit un 4. Donc, c'est vraiment très intéressant comme mécanique de dé. J'ai vraiment apprécié ça. Des fois, ça nous bloque vraiment beaucoup parce que là, il nous reste peut-être un 1 ou un 2, puis là, il y a vraiment plus d'espace pour le jouer. Donc, ça peut être des fois frustrant, mais on a toujours une case qui nous permet de se placer et d'aller chercher un jeton qui nous donne un petit avantage. Donc, j'ai pas trouvé que c'était trop contraignant parce qu'il n'y a pas beaucoup de tuiles plus 1, moins 1, comme souvent c'est le fun dans les jeux de placement de dés. Mais j'ai vraiment apprécié cette thématique-là, puis comme vous le savez, j'aime beaucoup les jeux avec mécanique de placement de dés. Puis celui-là, je le connaissais pas, puis j'ai vraiment beaucoup apprécié. Comme je disais, la thématique n'est pas nécessairement très immersive parce que, tu sais, je pense que le jeu veut qu'on soit un peu des agents secrets, mais on sent plus que on place des dés, on se déplace, mais tu sais, c'est pas très immersif comme jeu. Comme je disais au début, on peut justement combiner des cartes de mission qui des fois vont être les missions, c'est ce qui va nous donner des points c'est pas mal la chose qui va nous donner le plus de points à la fin de la partie. Mais certaines ont des items permanents. Souvent les cartes vont être moins payantes, mais vont nous permettre de compléter d'autres objectifs plus facilement. Et je crois que ça se termine lorsque quelqu'un a complété 5 ou 6 objectifs. La partie se termine et lui avec le plus de points va remporter. J'ai vraiment apprécié la première expérience. J'ai bien hâte d'y rejouer. Je suis content que Marilou l'ait acheté. Je vous dirais que j'ai vu t'as acheté ça. On dirait c'est pas un jeu que je connaissais, mais j'ai vraiment été agréablement surpris de Covert. Très content. Mécanique de placement de dés. Vraiment agréable. J'adore toujours cette mécanique-là. Autre jeu qu'on a joué, et ça c'est mon coup de cœur en fait, des journées ludiques. Aussi, si vous avez écouté l'épisode coup de cœur du mois de mai 2017 de David, de Professeur Board Game, là, pour la chaîne, pour le site Passion Board Game, c'était Gueule Noire, Cold Baron. Vraiment apprécié ce jeu-là, que je connaissais pas du tout, quand même un jeu de 2013. Pour 2 à 4 joueurs, environ 1 heure et demie à jouer. On a vraiment... ça n'a pas été trop compliqué. On a appris les règlements sur place. Règles, encore là, assez simples. C'est vraiment un jeu... tout est... je pense que c'est très bien fait. En fait, on va avoir des ouvriers. C'est un jeu de placement d'ouvriers qu'on va pouvoir placer à certains endroits sur le plateau. Assez simple, pas beaucoup d'options, mais les options sont toutes pertinentes. On va devoir en fait compléter des commandes, des livraisons de charbon. Il y a différentes couleurs de charbon. Et c'est vraiment ça dans les règles. Là. C'est noir, gris, brun et jaune. Là, et ils sont pas allés plus loin que ça. Et on va avoir un petit ascenseur, en fait. On va avoir différents niveaux de la mine. Donc, les noirs sont les plus profonds dans la mine, mais les plus payants dans les commandes. Et aussi, il y a des points bonus à la fin de chacune des 3 manches. Et on va, dans le fond, avec notre petit ascenseur, aller récupérer
nos minerais qu'on a réussi à aller soit miner en fait dans notre mine en allant acheter des nouveaux wagons avec notre argent qu'on va pouvoir les placer. Il y a une mécanique, pas une mécanique, mais il y a un aspect qu'il faut balancer notre mine. En fait, on va avoir deux côtés, un côté éclairé, un côté non éclairé. Et certaines des... Je me souviens plus s'il y a des... Je crois qu'il y a certaines des commandes qui demandent d'avoir un certain côté... Non, ça demande pas d'avoir une certaine ressource, mais j'avais même en mémoire qu'il y avait quelque chose qui faisait en sorte qu'on devait avoir soit du éclairé ou du non éclairé, mais j'arrive pas à me souvenir. Mais il faut quand même essayer d'équilibrer, donc avoir autant de wagons du côté éclairé que du côté sombre, sinon on perd 2 points par déséquilibre, je crois, à la fin de la partie. C'est des parties qui jouent à peu près, il me semble que ça a fini à environ une centaine de points et plus là, pour le vainqueur. Le jeu, en fait, il va se dérouler sur 3 manches. On a quand même beaucoup de travailleurs dans ce jeu-là. Parce que en fait, on peut retourner aux endroits occupés, mais en plaçant toujours un travailleur de plus qui est déjà présent. Et ça, c'est quand même une mécanique intéressante parce que si on va aux endroits non occupés le plus rapidement possible, on ne dépensera pas beaucoup de travailleurs, on va être capable de refaire peut-être plus d'actions que les autres joueurs qui vont aller toujours à des endroits occupés, mais ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que dans le fond, les options, c'est pas mal d'aller chercher des nouveaux wagons pour aller chercher du minerai supplémentaire, de déplacer notre ascenseur pour aller récupérer notre minerai. En fait, il y a un autre aussi que j'ai pas parlé, mais le transport, en fait. Il y a 4 types de moyens de transport et lorsqu'on va, par exemple, utiliser on veut livrer nos commandes par train, ben c'est toutes les commandes qui ont un train dessus. On les livre en même temps. Donc ça peut nous faire beaucoup de points. Et on n'a pas à aller faire plusieurs fois l'action. Donc si on utilise bien nos transports, on peut réussir à faire plus de points plus rapidement. Et une autre action qu'on peut faire, c'est aller chercher de l'argent parce que c'est la seule façon, c'est d'aller vraiment à la banque et on va pouvoir récolter de l'argent. Et aussi, on va aller chercher des nouvelles commandes tout simplement. Donc c'est pas mal les actions qu'on peut faire. Et à la suite, dans le fond, il y a 3 manches. Et à la fin de chacune des manches, en fait, à la fin de la première manche, on va avoir des points bonus pour lui qui a vendu le plus de charbon jaune, brun, etc. pour toutes les couleurs. À la fin de la deuxième manche, on va scorer aussi pour les moyens de transport utilisés. Donc lui qui a utilisé le plus de trains, le plus de camions, etc. Et à la fin de la dernière manche, puis on recalcule aussi sur les avantages pour les couleurs de charbon. Donc à chaque fois dans la partie, on va scorer 3 fois des bonus pour les couleurs de charbon. C'est des points qui sont un peu moins élevés que les transports et les transports sont moins élevés que le dernier objectif qui est les wagons vides des différentes couleurs. Donc c'est beaucoup de points qui se marquent de cette façon-là. Et aussi, il va y avoir beaucoup de points aussi qu'on va faire avec les commandes qu'on fait aussi au cours de la partie. Donc, on pourrait, je crois, avoir une stratégie de peut-être pas compléter de commandes au début pour vraiment optimiser tous nos transports. C'est juste qu'on fera pas de scoring additionnel à la fin de cette manche-là. C'est vraiment pour les objectifs, les commandes qu'on a complétées. Ça serait à voir, je pense, un jeu que j'ai vraiment, comme je disais, c'était mon coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je sens que j'aimerais ça réoptimiser d'autres choses dans une prochaine partie. Seul bémol, les composantes, ça laisse un peu à désirer au niveau des cartons, des tuiles, des wagons. C'était tout courbé. Là. C'était pas du carton très épais, mais quand même, ça jouait très bien pareil. Là. Ça n'a pas nui non plus à l'expérience. Donc, c'était l'expérience pour Cold Baron ou Gueule Noire en français. Avant de passer au prochain jeu qu'on a joué, justement, je vais même dans le fil de l'événement, c'est que entre Cold Baron et le prochain jeu, il y a un auditeur, Jean-François, qui m'a abordé pendant qu'on était en train de sélectionner un jeu et il a commencé à parler qui écoutait le podcast, donc je le salue, Jean-François.
Et j'ai proposé de lui expliquer le jeu Glass Road, la route du verre de Rosenberg, pour qu'il puisse l'essayer, parce que il me demandait un peu une recommandation d'un jeu, et c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, mais j'ai juste joué une fois. C'est un jeu que je regarde de plus en plus, est-ce que je vais l'acheter ou non. Et je lui ai présenté ce jeu-là, puis je pense qu'il a très apprécié. Il était avec un de ses amis qui était un peu débutant dans les jeux de société, mais quand même, je pense, bien apprécié aussi le jeu. Là, je savais pas à ce niveau-là, parce que c'est quand même une bonne paire de manches de jouer à la route du verre. Là. Il y a quand même beaucoup de choses à penser, puis on fera pas beaucoup de points dans ce jeu-là. Mais je pense qu'ils ont bien apprécié l'expérience, puis j'ai vraiment apprécié d'avoir discuté avec toi, Jean-François. Et c'est le fun comme ça quand vous venez nous aborder puis vous dites que vous nous écoutez. C'est toujours le fun à savoir qu'il y a du monde qui nous écoute finalement au bout de la ligne. Là, on voit les chiffres aussi, les stats, mais c'est toujours le fun d'avoir du feedback de vous, les auditeurs. Donc, suite à ça, Marie-Lou et moi, on voulait vraiment essayer Harry Potter Hogwarts Battle. Qu'est-ce que ça disait? Qu'est-ce que ça donnait? Parce qu'on est deux grands fans de la série Harry Potter. Et donc, on a joué la première année, même si dans les règlements, on disait si on est des joueurs expérimentés de deck building, de commencer à la 3e année. Bon, on voulait quand même voir que c'est plus se donner un aperçu du jeu. Est-ce que la thématique coulait bien, est-ce qu'on c'était immersif, etc. Est-ce que ça valait la peine pour un achat? C'est un peu ça qu'on voulait savoir. Et effectivement, la mécanique de deck building était ultra simple, parce que même on est habitué dans certains jeux où il faut battre des monstres ou des méchants, un peu comme dans Legendary Marvel, où on va devoir battre justement les vilains, et souvent il faut en une attaque être capable d'attribuer tous les dommages à ce vilain-là pour qu'il meure. Et on pensait que c'était la même chose dans Harry Potter. On n'avait pas remarqué dans les règlements qu'on pouvait accumuler les dommages, et on se rendait compte avec les cartes qu'on a cherché que c'était très difficile de faire 5 ou 6 dommages d'un coup, mais on en faisait souvent 3-4. Et on s'est rendu compte de ça à peu près aux 3/4 de la partie. Là, on était proche de mourir. On trouvait que ça faisait aucun sens. Et on s'est rendu compte de ça, et on a réussi à battre tous les vilains quand même, même si on a peut-être passé 10-15 tours de trop, en fait, qu'on aurait déjà gagné la partie. Fait que c'était très très facile comme première partie, la première année du jeu. C'est vraiment pour introduire les joueurs au deck building, ceux qui sont comme fans de Harry Potter mais qui n'ont jamais joué à des jeux de société, jamais joué à des deck building. C'est une belle office pour apprendre cette mécanique-là. Ce que je trouve d'intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il y a des nouvelles cartes qui vont se rajouter à chaque année. Donc, c'est pas un aspect legacy, mais c'est vraiment tu vas ouvrir des nouvelles boîtes, puis rajouter des nouvelles cartes au jeu, puis les personnages vont évoluer, etc., comme dans la série. Je pense que c'est vraiment un jeu pour les fans d'Harry Potter. Si vous n'êtes pas un fan, je pense que c'est pas c'est pas un jeu révolutionnaire, c'est du deck building bien standard. Faut aimer la thématique pour aimer ce jeu-là. Il est seulement en anglais pour l'instant. Je sais pas s'il va sortir en français éventuellement, parce que mettons que vous avez des enfants puis que vous voulez jouer à ça, mais qui ont lu les livres en français, peut-être au niveau des références, quoique les images vont être là, mais des fois les noms sont pas les mêmes en anglais qu'en français. Juste l'école Poudlard, c'est Hogwarts en anglais, donc les références sont peut-être pas toutes là, puis peut-être ça va un peu tuer l'expérience qu'on va aller chercher en jouant à Harry Potter Hogwarts Battle. Est-ce que c'est un jeu avec une grande durée de vie? Je pense pas, parce que oui, on peut quand même rejouer, même si on a fait toutes les 7 années. Bon, là, j'ai dit ça vite comme ça, là, j'ai pas joué au complet, donc je m'aventurerai pas, mais je crois que c'est un jeu que je louerais plus et que je ferais toutes les 7 années d'un coup, et ensuite, non, on a passé le jeu, puis je
crois que l'acheter, peut-être que, ou on le revend par après aussi, là. C'est toujours quelque chose qui se fait, mais donc c'est à voir. Mais la thématique est présente, là, si vous êtes fan d'Harry Potter. Donc, l'avant-dernier jeu qu'on a joué aux Journées ludiques de Québec, le jeu Via Nebula, un petit jeu pour 2 à 4 joueurs d'environ 45-60 minutes. Un jeu, en fait, où on va compléter des objectifs. En fait, c'est de construire des structures sur le plateau. On va construire un réseau, en fait, d'accès pour avoir accès à différentes ressources, différents mines de ressources, en fait, qu'on va pouvoir développer, qui vont pouvoir nous appartenir ou appartenir à d'autres joueurs. Mais on peut quand même aller chercher dans ceux des autres joueurs parce que si notre mine de ressources, en fait, n'est pas complétée à la fin, pas vide à la fin de la partie, ben ça nous enlève des points. Donc, un aspect stratégique dans ce jeu-là d'ouvrir les mines qu'on sait que le monde va vouloir en avoir, puis que nous aussi on aimerait peut-être bien avoir de ces ressources-là pour compléter les objectifs. Je crois qu'il y a à peu près 5 objectifs de toujours révéler. Ça arrive quand même parfois qu'on va avoir accumulé certaines ressources à un certain endroit et finalement il y a une carte qui va être en concordance parfaite avec ce qu'on a accumulé déjà. Donc ça fait un peu une complétion automatique, on pourrait dire, comme dans beaucoup de jeux où il y a des objectifs, là, un peu comme Takenoko, on le retrouve aussi dans Formidable un peu, dans d'autres jeux de ce style-là. Les Aventuriers du Rail aussi, quand on pige une carte de train, puis en fin de partie, puis on a déjà les chemins complétés. Donc, dans ce principe-là, ça arrive, c'est impossible à éviter, je crois, dans ce type de jeu-là. Le jeu était quand même, il est super beau graphiquement. J'ai bien apprécié le visuel de ce jeu-là. Par contre, le jeu était quand même très simple. C'est le consensus qu'on a eu à la table pour des joueurs quand même assez aguerris dans les jeux de société. C'est quand même très très simple et on sentait pas nécessairement la compétition plus que ça. Ça a quand même terminé serré, mais sans plus, tu sais. C'est serré, mais c'est pas nécessairement... c'est serré dans le pointage, mais c'était pas nécessairement compétitif. On sentait pas que on pouvait avoir une grosse influence sur qu'est-ce qu'on faisait dans la partie. Les objectifs étaient à environ 2, 3, 4, 5 points. Donc, ce qui donne au final que les parties vont être serrées, mais sans plus. Là, j'ai pas apprécié plus que ça l'expérience. C'était bien, mais pas plus que ça. Expérience correcte, mais sans plus. Là. Pour Via Nebula, je crois pas que c'est un jeu que je réessayerais. Je crois que c'est un jeu, par contre, qui peut plaire sûrement à beaucoup de monde qui apprécie les jeux simples, légers, avec un beau graphisme. Mais moi, ça manquait un peu de corps, de viande autour de l'os, en fait, pour ce jeu-là, pour vraiment qui m'attire plus en tant que jeu de société, là, qui soit plus rempli avec plus d'options possibles. Donc, Via Nebula, c'était ça pour mon expérience. Et pour terminer, on a rejoué en fait un jeu qu'on avait déjà joué avec David. On a rejoué à Sagrada, petit jeu de placement de dés en fait, style puzzle un peu, où on va construire notre vitrail avec les dés, les différentes couleurs de dés. On a certaines restrictions à respecter de placement de dés dans ce jeu-là. Et on va vraiment tenter de compléter au complet notre vitrail. Il y a certains objectifs communs que tout le monde a à réaliser qui donnent un certain nombre de points. On a aussi notre objectif de couleur de dés qui donne quand même beaucoup de points à la fin de la partie. Peut-être trop parce que, bon, si notre couleur de dés c'est les jaunes, mais il sort jamais de 6 jaunes ou de 5 jaunes, on a toujours des petits chiffres. C'est quasiment sûr et certain qu'on va perdre la partie. Donc à ce niveau-là, est-ce que c'est trop de points attribués pour ça? Peut-être. Je crois que en fait, après déjà 2 parties, puis je pense que David nous l'avait dit aussi quand il a joué, que ce serait peut-être intéressant de donner des objectifs qui sont communs habituellement aux joueurs à chacun des joueurs, et ça rajouterait un peu de challenge, un peu de diversité dans le jeu, et que seulement accumuler une certaine type de couleur
que tout le monde va voir, puis qu'on peut peut-être enlever certains dés à certains joueurs. Et si on est malchanceux, ben c'est quasiment certain qu'on ne gagnera pas. Donc peut-être que ça serait intéressant cet aspect-là. J'ai apprécié aussi par contre, je ne sais pas si on l'avait fait avec la partie avec David, mais là on a ça a l'air qu'il y a une variante là, officielle sur BGG, lorsqu'on est moins de joueurs, de vraiment retirer le bon nombre de dés qui est en trop dans le sac. Et le même nombre pour chacune des couleurs, comme ça, tout le monde part à égalité. Là. Tout le monde tous les dés de chacune des couleurs vont sortir en nombre égal au cours de la partie. Comme ça, pour les objectifs de couleurs, ben, il y a plus d'égalité pour tout le monde. Mais au final, c'est vraiment un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. J'aime ça, le petit puzzle à résoudre à chaque fois. Différentes cartes aussi, Ça sera jamais pareil, quoique c'est toujours le même puzzle en fait de 4x4, mais on n'aura jamais la même tuile en arrière. Les mêmes dés qui vont sortir, donc avec toutes les restrictions de placement, donc ça rend vraiment le jeu très intéressant. Je sais qu'il y a aussi une variante solo pour ce jeu-là, je serais très intrigué de l'essayer. Il y a une espèce de petite de paquet de cartes en fait, je pense que c'est les cartes d'objectifs qui ont une autre fonction dans le jeu pour la variante solo. Peut-être un jeu que j'achèterai éventuellement ou peut-être j'aime bien ce jeu-là, puis je serais quand même curieux de voir qu'est-ce que ça donne aussi en solo. Puis les composants sont vraiment de super qualité, des très beaux petits dés, les vitrails, les tuiles en fait de joueurs, les plateaux personnels de joueurs sont vraiment très beaux, double layer de carton, donc et puis on peut insérer la petite carte dedans. Donc c'est vraiment tout de très belle qualité. Donc c'est ce qui conclut pour l'expérience avec Sagrada et aussi pour les Journées ludiques de Québec et l'expérience qu'on a eue là-bas. Donc avant de passer à la prochaine section du podcast, je voulais féliciter toute l'organisation des Journées ludiques de Québec pour ce très bel événement qui a lieu à chaque année. C'est la 2e année qu'on participe. C'était d'ailleurs, je crois, on en a parlé dans notre premier épisode. Là, j'en ai mentionné tantôt que ça faisait 1 an. On avait parlé dans notre premier épisode et là, 1 an plus tard, on en reparle encore parce que c'est un événement qui est superbe à Québec. Donc, je tenais à féliciter toute l'organisation des Journées ludiques de Québec. Alors, on va conclure l'épisode avec le projet québécois de cette semaine. On parle de Ludol. En fait, Ludol, c'est une compagnie qui est toujours qui grandit depuis que je la connais, ça grandit toujours. C'est Jonathan Gartin que j'avais d'ailleurs rencontré au Meeple Olympiade. Et en fait, il y a un service de location de jeux de société. Lui est basé à Montréal. Et là, tout récemment, il a ouvert une boutique. En plus, il avait ouvert une boutique en ligne, là peut-être 1 an. Et maintenant, il y a une boutique physique à Anjou, donc sur l'île de Montréal. Donc, il y a aussi ça, de la location de jeux de société, soit à l'unité ou soit vous pouvez aussi avoir un abonnement pour louer des jeux à chaque mois. Il fait aussi de l'animation dans son local qu'il en faisait avant, dans l'autre local qu'il avait avant. Et là, il va en faire justement à sa boutique à Anjou. Et aussi, il organise régulièrement, là, je vois souvent ça passer sur Facebook, des événements dans la région de Montréal, des fois dans des petits cafés, etc. Il y a d'autres membres avec lui là, qui l'aident à ces événements-là aussi. Donc, je voulais parler de ça, de Ludol. Allez voir ça. Je vais mettre le lien là, pour le site web de Ludol dans la description du podcast. Donc, c'est ce qui conclut ce 24e épisode. Ça fait déjà 1 an là, qu'on a commencé ce beau projet-là. Je vous rappelle encore le concours. Là, je vais mettre les liens sur Facebook, sur notre site web, sur la description de cet épisode-là sur YouTube, etc. Donc, vous allez pouvoir participer à ce concours-là. J'espère en grand nombre. Comme je disais, c'est ouvert à tous. Donc, que vous soyez du Québec, dans d'autres provinces au Canada, que vous soyez en Europe, en France, en Belgique, Suisse, etc. Vous pouvez participer à ce concours-là. Et je vous offre dans ce tirage-là, c'est 13 Days de Cuban Missile Crisis, un jeu que vous devez connaître, super bon jeu pour 2 joueurs, que j'adore énormément.
donc 13 Days, que je fais tirer, 9 bien évidemment. Et donc, encore une fois, merci d'avoir écouté cet épisode-là. Merci pour cette très belle première année. On a commencé très tranquillement le podcast avec quelques auditeurs et là, on est à plus de centaines d'auditeurs à chaque épisode. C'est vraiment très le fun d'avoir toujours de plus en plus de monde à chaque nouvel épisode qu'on sort, puis aussi avec les nouveaux projets, avec la page YouTube aussi qui vient aussi de franchir le 100 abonnés, donc merci aussi si vous suivez sur YouTube, puis n'hésitez pas à aller vous abonner aussi. Je fais des vidéos de déballage, des sessions de jeu, donc plein de nouveaux contenus. Il y a aussi le parallèle podcast vidéo aussi pour mon challenge de Super 10. Donc, beaucoup de nouveaux contenus, beaucoup de nouvelles choses sur Board Game Québec. Donc, merci encore de nous suivre et je vous dis à la prochaine fois pour le prochain épisode. Bye bye!